Bon, eh bien, au mois de juin, mon portefeuille actions a continué de monter. Mais ce mois-ci, donc le plus important, ce n'est pas seulement la performance. Le plus important, c'est vraiment ce que j'ai compris donc en créant mon journal d'investissement. Parce qu'avant, je regardais surtout trois choses, donc combien mon portefeuille avait gagné, quel pourcentage, donc quelles actions avaient monté, quelles actions avaient baissé. Mais clairement, ça ne suffit pas, puisqu'une action donc, peut grimper parce que la thèse se renforce, ou simplement parce que le marché s'emballe. Et à l'inverse, une action peut baisser sans que l'entreprise soit en difficulté. Donc dans cette vidéo, on va d'abord faire le point sur mon portefeuille en juillet, donc la performance, mes achats, mes ventes. Et enfin, donc, je vais te montrer ce que mon journal d'investissement m'a déjà apporté. Donc, comme j'avais dit le mois précédent, j'allais vraiment travailler sur ce sujet. Et donc, on va voir vraiment que le journal m'a mis en face, face à certaines erreurs, des renforcements peut-être trop rapides, des achats où je n'étais pas assez exigeant sur le prix, des ventes trop précoces. Puisque justement, au fond, suivre un portefeuille, donc ce n'est pas suivre une performance, c'est suivre vraiment un raisonnement et c'est construire un système. Donc, allez, c'est parti, on commence. Donc déjà, avant de regarder uniquement la performance de portefeuille, on va faire un point sur le marché, un point rapide. Parce que typiquement, là, au niveau, donc ce qu'on a vu en juin, donc si les taux restent élevés, donc si l'inflation repart ou si les attentes de marché sont trop fortes, une action peut être sanctionnée. C'est exactement justement ce qui s'est passé au mois de juin. Donc le premier sujet, eh bien, c'est la Fed, avec le changement de directeur de la Fed. Donc là, le marché espérait encore des baisses de taux, mais clairement, le ton a changé. La Banque centrale américaine a gardé ses taux élevés et surtout, elle a rappelé une chose très simple. La priorité reste vraiment la stabilité des prix. En clair, si l'inflation reste trop haute, eh bien, il ne faut pas compter trop vite sur une baisse des taux. Et donc ça change beaucoup de choses parce que quand l'argent est gratuit ou presque gratuit, eh bien, le marché accepte de payer très cher des promesses lointaines. Mais quand l'argent coûte cher, eh bien, le marché devient beaucoup plus exigeant. Le deuxième sujet, c'est le pétrole. En juin, donc, le pétrole a fortement influencé les marchés. Donc quand le baril monte, eh bien, l'inflation peut repartir, et quand l'inflation repart, eh bien, la Fed devient plus dure, comme on l'a vu. Et quand la Fed devient plus dure, eh bien, les valorisations deviennent plus fragiles. Donc c'est vraiment une chaîne très simple, pétrole plus cher, inflation plus haute, taux plus élevé et valorisation sous pression. Et enfin, donc, le troisième sujet, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. L'IA clairement reste le grand moteur du marché. Mais le marché donc, commence à faire le tri. Il ne suffit plus de dire nous venons de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde dit ça, donc la vraie question, c'est plutôt qui transforme vraiment l'IA en revenu, qui transforme l'IA en marge, en cash flow, et qui brûle simplement beaucoup d'argent pour rester dans la course. Et ça, c'est vraiment une différence énorme parce que dans un marché plus exigeant, les belles histoires ne suffisent plus. Le marché aujourd'hui veut des preuves, des revenus, des marges, du cash, et c'est exactement donc ce qu'on va vérifier dans mon portefeuille. Et justement, maintenant, on va passer donc au concret. Donc, quelle a été la performance de mon portefeuille au mois de juin, quelles lignes ont tiré la performance, quelles lignes ont pesé, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vendu. Donc voilà, c'est parti. Donc mon portefeuille action, donc comme on peut le voir là, il affiche aujourd'hui, donc au 1er juillet, une performance de 46,64%. Donc clairement, c'est poussé par les performances de ce jour, du 1er juillet, puisque hier soir à minuit, donc j'étais à 42,9%. Donc on a une belle hausse aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. Donc clairement, 46,64%, eh bien, c'est son plus haut le plus haut niveau depuis le début de l'année. Donc pour donner un peu de recul, au mois de janvier, donc j'étais à 41%. En mars, après la forte correction, j'étais retombé à 16,91%. Puis en mai, donc j'étais remonté à 29,37%. En juin à 37,69%. Et donc là, aujourd'hui, au 1er juillet, à plus de 46%. Donc la performance, clairement, elle continue de progresser. Mais il y a un détail important, donc la valeur totale du portefeuille, elle a baissé. Donc c'est tout simplement parce que j'ai vendu une ligne. Donc j'ai vendu ma ligne Visa. Et pour l'instant, donc, je n'ai pas encore réalloué ce cash. Donc clairement, la performance, ce qui implique que la performance en pourcentage s'améliore, mais la valeur investie au total baisse temporairement parce qu'une partie du capital donc, est sortie du portefeuille action. Et donc aujourd'hui, mon portefeuille est plus performant qu'en juin. Enfin aujourd'hui, donc on a plus 46%, comme je le disais. Mais il est un peu moins investi parce que donc, j'ai du cash en attente. Et ce cash, donc, je ne veux pas replacer non plus n'importe comment. Donc voilà, pour faire un point sur mes achats et ventes, eh bien, la grande décision du mois, ça a été donc la vente de Visa. Donc j'ai vendu 10 actions Visa le 25 juin pour à 339 $. Donc la raison rationnelle est assez simple, c'est que Visa et Mastercard sont deux entreprises exceptionnelles, deux réseaux de paiement mondiaux, deux machines à cash, mais dans mon portefeuille, les deux lignes jouent un rôle très similaire. Et aujourd'hui, donc j'ai plus de convictions sur Mastercard, qui me semble plus intéressante, plus diversifiée, avec davantage de services à valeur ajoutée. Donc Visa reste une très belle entreprise, mais la concurrence se fait de plus en plus forte, notamment avec les paiements account-to-account, plus les potentiels moyens de paiement plus souverainistes dont on entend parler ces derniers temps.
Puis en plus, donc, le secteur n'a clairement pas vraiment de momentum ces derniers temps, puisque sur les 18 derniers mois, on est plus ou moins flat sur Mastercard et on est à plus 9-10% sur Visa. Donc voilà, j'ai vendu parce que je veux allouer mon capital vers des actifs où je vois plus de potentiel, et également donc pour diversifier. Donc je ne pense pas que ce soit utile aujourd'hui d'avoir et Mastercard et Visa, hein, une seule suffit. Donc voilà pourquoi j'ai vendu Visa, donc en légère plus-value, environ plus 10%. Et donc l'idée c'est de rallouer ce capital vers des dossiers où le potentiel me semble plus important. Donc comme je disais, voilà, Visa, si on jette un œil à Visa, donc aujourd'hui on est à 32 PE avec un forward à 24, donc on n'est pas non plus surévalué, hein, mais comme je disais, le titre a finalement très peu bougé sur les 18 derniers mois. Donc voilà pour Visa. Donc pour l'instant j'ai pas encore réalloué le cash, hein, mais j'ai placé 3 ordres d'achat. Et donc ces 3 ordres d'achat ont un point commun, c'est que c'est sur des entreprises de qualité, avec des modèles solides et des valorisations qui me semblent aujourd'hui très intéressantes. Et le premier ordre, eh bien, c'est un renfort sur Microsoft. Donc j'ai mis un ordre d'achat à 365$. Donc aujourd'hui je suis en légère moins-value sur Microsoft. Il me semble que je suis à moins 1,43%. Donc Microsoft reste une ligne vraiment que je veux construire dans la durée, hein, pour qu'elle soit au final dans mon top 5. C'est vraiment une machine à cash, un acteur majeur du cloud. Et c'est une entreprise très bien positionnée sur l'IA, que ce soit avec Copilot, GitHub et toute son intégration dans l'écosystème professionnel. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment que la valorisation, elle est vraiment redevenue très intéressante pour une entreprise de cette qualité. Aujourd'hui, Microsoft se paie environ 22,2 fois les bénéfices, comme on peut le voir le PE ici, et environ 19,3 fois les bénéfices attendus. Donc à ce niveau, je trouve vraiment Microsoft intéressante. Là aujourd'hui, j'ai déjà 10 actions sur Microsoft, et donc le but c'est vraiment de continuer à construire cette position. Donc voilà, ensuite j'ai placé un ordre pour acheter 2 actions Meta à 540$. Donc Meta m'intéresse beaucoup parce que l'entreprise possède plusieurs actifs extraordinaires entre Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, et maintenant aussi une exposition très forte à l'IA. Meta donc a une audience gigantesque, c'est une machine publicitaire très rentable, et elle a surtout une capacité impressionnante à monétiser l'attention. Donc le marché a longtemps sanctionné Meta pour ses investissements massifs dans le métaverse, mais aujourd'hui donc l'entreprise me semble quand même beaucoup plus disciplinée, et surtout donc la valorisation est vraiment pareil, redevenue très attractive. On est à 20,5 fois les bénéfices et un forward PE à 16,3. Donc clairement pour une entreprise avec cette rentabilité, cette base d'utilisateurs et cette optionnalité sur l'IA, je trouve vraiment le niveau très intéressant. Donc là encore, je ne dis pas que c'est sans risque, hein, mais le rapport qualité-valorisation me plaît beaucoup. Bon, après, le souci, c'est que je crois qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, Meta donc, a pris plus de 10%. Elle est montée sur les 620$, alors que j'ai mis un ordre d'achat, comme je le disais, autour des 540. Bon, après, ça reste une entreprise très volatile, hein, donc je pense qu'elle peut revenir assez facilement sur les 540, à voir. Je suis pas non plus pressé. Donc voilà pour Meta. Et donc le troisième ordre, c'est une ouverture de position sur Booking Holding. Donc là, j'ai placé un ordre pour acheter 10 actions Booking à 161$. Donc Booking est un dossier que je trouve très qualitatif. Donc aujourd'hui, Booking est à, pareil, elle a pris plus de 3%, elle est à 184$. Mais clairement, c'est un dossier très qualitatif, hein. L'entreprise est l'un des leaders mondiaux de la réservation de voyages en ligne. Son modèle est très rentable, il est asset light, c'est-à-dire qu'elle met en relation donc l'offre et la demande, et elle prend une commission. Donc c'est vraiment un modèle puissant avec une marque forte, un effet de réseau, une grande échelle mondiale et une rentabilité élevée. Côté valorisation, Booking aujourd'hui se paie environ 23,4 fois les bénéfices, avec un forward PE autour des 16. Donc clairement pour une entreprise de cette qualité, avec cette position donc dans le voyage mondial, je trouve aussi la valorisation vraiment intéressante, hein, comme pour Microsoft et Meta. Donc voilà, aujourd'hui mon plan est clair, hein, le cash libéré par la vente de Visa n'a pas vocation à rester dormant. Le but donc c'est de redéployer vers des entreprises où je vois le plus de potentiel. Donc Microsoft pour renforcer vraiment un pilier de qualité, Meta pour ouvrir une ligne sur une machine publicitaire IA très rentable, et Booking donc pour diversifier et ajouter une entreprise dominante, rentable et très bien positionnée dans le voyage en ligne. Mais clairement, le but c'est vraiment de garder quand même une discipline sur le prix, hein. C'est pour ça que j'ai placé des ordres donc quand même relativement agressifs, j'ai envie de dire. S'il passe, très bien, s'il ne passe pas, tant pis, je patiente, je suis pas non plus pressé. Le but c'est pas de réinvestir vite, hein, le but c'est vraiment de réallouer intelligemment. Donc voilà pour résumer, hein, j'ai vendu Visa, donc j'ai un peu de cash en attente, j'ai 3 ordres placés.
Et donc je trouve que c'est plutôt sain parce que donc ça veut dire que je commence vraiment à faire une vraie différence entre agir et agir intelligemment. Là, le but, vraiment, c'est vraiment d'avoir des ordres sur des prix qui me semblent très intéressants et sur des belles entreprises donc de qualité. Et donc justement, maintenant, on va faire un point sur ce que m'a apporté donc la première version de mon journal d'investissement. Donc jusqu'ici, donc je suivais déjà mes positions, hein, je savais combien j'avais investi, je savais combien chaque ligne valait, je savais quelles actions avaient monté, baissé, etc. Mais clairement, ce n'est pas suffisant parce qu'une performance ne dit pas forcément si tu as bien raisonné. Une performance te dit seulement ce qui s'est passé. Le journal, lui, te force vraiment à répondre à une autre question, c'est est-ce que ma décision était bonne au moment où je l'ai prise? Et ça, c'est beaucoup plus difficile et ça permet, je trouve, beaucoup plus d'apprendre par rapport à l'historique, par rapport à ce qu'on décide, et par rapport à ce qu'on fait en bourse. Parce que clairement, en bourse, donc une bonne décision peut donner un mauvais résultat à court terme, et à l'inverse, une mauvaise décision peut donner un bon résultat temporaire. Donc tu peux acheter une action trop chère, la voir monter pendant 3 mois et croire que tu avais raison. Et à l'inverse, eh bien, tu peux refuser d'acheter une action risquée, la voir doubler et croire que tu as raté quelque chose. Donc tu peux vendre une ligne par manque de conviction, puis voir l'action s'envoler. Donc clairement, ça, si tu n'as rien écrit, si tu n'as pas noté, eh bien, tu vas réécrire l'histoire, hein, tu vas te raconter que tu savais, que tu avais prévu, que c'était évident, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on progresse. Hein. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que mon journal d'investissement a 2 parties principales. La première partie, eh bien, ce sont mes thèses d'investissement, donc sur les lignes que j'ai en portefeuille. Donc là, pour chaque entreprise, je veux savoir pourquoi je possède cette action, quel est son avantage concurrentiel, quel est son risque principal, dans quel cas la thèse serait cassée. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici dans cet onglet, avec toutes les entreprises que je possède et également les 2 entreprises sur lesquelles je souhaite ouvrir une ligne. Et ensuite, donc la deuxième partie, c'est mon journal des décisions. Donc là, je note mes achats, mes renforcements, mes ventes, mes raisons rationnelles et mes notes après coup. Donc c'est parfois inconfortable parce que quand je relis mon journal, donc je vois des choses que je n'ai pas forcément envie de voir. Hein. Donc là, si je vous le montre, voilà un peu tous les achats et les ventes. Donc j'ai repris donc, au 1er janvier 2025, je suis pas allé avant. De toute façon, j'avais pas vraiment la possibilité d'aller avant. Donc voilà, clairement, comme je disais, ce journal de décision me permet de voir donc plusieurs... je peux voir qu'il y a eu plusieurs décisions qui ont été marquées par le FOMO. Je vois des renforcements où je voulais peut-être construire une position trop vite. Je vois des achats où je n'étais pas assez exigeant sur le prix, où je vois aussi des ventes où j'ai peut-être vendu trop tôt. Et c'est exactement pour ça donc, que le journal est hyper utile, hein. Il ne me sert pas à juger, il sert vraiment à m'améliorer. Il sert à me rappeler que je suis pas seulement en train de gérer un portefeuille, mais je suis aussi en train de gérer mon comportement. Donc voilà, pour les tests d'investissement, en fait, j'ai fait ça assez rapidement. Je vais voir comment je pourrais améliorer ce suivi. Mon but, donc, c'est vraiment de me baser davantage sur le fondamental de l'entreprise plutôt que uniquement sur la valorisation. Et comme on va le voir donc juste après, j'ai pu vendre des dossiers trop tôt juste à cause de la valorisation. Et pour moi, c'est clairement pas une bonne raison de vendre. Une entreprise peut rester fortement valorisée longtemps. On peut le voir notamment avec ASML ou Shopify qui sont fortement valorisés mais qui continuent de performer. Et donc voilà, donc les différentes thèses, je ne vais pas non plus m'attarder sur chacune des thèses, ça prendrait trop de temps. Là, on va plutôt voir donc, le journal des décisions et surtout ce qu'il m'a appris. Parce que justement, un portefeuille ne reflète pas seulement les entreprises que tu possèdes, il reflète ton comportement. Et donc quand je relis mon journal, les différentes décisions que j'ai prises, eh bien, je vois 4 grandes leçons. Donc la première leçon, eh bien, c'est qu'il y a le FOMO qui se cache souvent derrière des phrases raisonnables. Qu'est-ce que je dis, des phrases raisonnables? C'est-à-dire que donc la première leçon, c'est que je dois vraiment me méfier du FOMO. Hein. Le FOMO qui se cache derrière une phrase très raisonnable que j'ai notée sur beaucoup de mes achats, c'est « je continue à construire ma position ». Donc c'est une phrase que j'ai pas mal utilisée sur tout ce qui est renfort de position. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire une position progressivement. Hein. Donc c'est ce que je pense être une excellente stratégie. Mais parfois, donc, cette phrase, elle peut aussi cacher autre chose, c'est l'impatience, l'envie d'avoir une ligne complète trop vite, la peur de rater le mouvement et l'envie d'abaisser le prix moyen, ou surtout encore le besoin d'avoir raison. Donc c'est pour ça que je veux désormais être plus exigeant, puisque donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur IMS et Duolingo. Donc c'est des entreprises que j'ai voulu renforcer trop vite. Et alors qu'à l'inverse, donc maintenant, quand je renforce, je veux vraiment pouvoir répondre clairement à une question, c'est est-ce que la thèse s'est renforcée, est-ce que le prix est intéressant par rapport à la thèse, enfin la valorisation, est-ce que la valorisation est d'autant plus intéressante? Est-ce que le poids de la ligne aussi reste raisonnable dans mon portefeuille? Ou est-ce que je renforce plutôt simplement parce que je suis émotionnellement attaché à l'action? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que je me pose avant de renforcer une action. Deuxième leçon, eh bien, c'est que même les meilleures entreprises, elles peuvent être achetées trop cher. Là, il faut vraiment que je sois plus exigeant sur le prix. Hein. Je l'ai noté notamment sur mes achats et renforts sur Microsoft et sur Mastercard. Ça, c'est vraiment une leçon essentielle puisque
Enfin, je pense avoir notamment ouvert des positions un peu trop chères sur ces 2 actions. Parce qu'au final, quand tu analyses une très belle entreprise, tu peux facilement tomber amoureux du business. Tu regardes les marges, le mode, le management, la croissance, la qualité du modèle. Tu finis par te dire, eh bien, de toute façon, c'est une entreprise exceptionnelle. Mais en bourse, eh bien, tu n'achètes pas seulement une entreprise, tu achètes une entreprise à un prix. Et le prix, clairement, détermine une grande partie de ton rendement futur. Donc, une excellente entreprise achetée trop cher peut donner un rendement médiocre. Et à l'inverse, une entreprise simplement correcte, achetée à un bon prix, eh bien, peut devenir un très bon investissement. Donc je veux vraiment garder cette règle, la qualité d'abord, mais jamais sans discipline de valorisation. Ensuite, 3e leçon, eh bien, c'est que je dois apprendre à garder mes gagnants. Donc là, je dois vraiment éviter de vendre trop tôt. Hein. Typiquement, ASML est un bon exemple. On peut aussi parler d'AMD ou Applied Materials, même si je vais y revenir après sur ces 2 actions. Ou même Microsoft, il me semble. Ouais, voilà. En début d'année 2025, j'ai vendu Microsoft. Je sais pas du tout pourquoi. Bref. Donc voilà, clairement, avec le recul sur ces différents dossiers, hein, je suis vraiment pas certain que la décision était vraiment justifiée. Hein. Il y avait vraiment une part de FOMO, ou une envie de sécuriser, une peur que la hausse ne dure pas. Et c'est normal, hein, parce que quand une action a beaucoup monté, eh bien, on a envie de protéger ses gains. Mais parfois, donc, on vend une entreprise exceptionnelle uniquement parce qu'elle a bien performé. Et clairement, ça peut être une erreur. Parce qu'en investissement long terme, eh bien, les grands gagnants font souvent une partie énorme de la performance. Eh bien, si tu les coupes trop tôt, eh bien, tu réduis ton propre potentiel. Et Warren Buffett le disait, hein, d'ailleurs, hein, le meilleur temps de possession pour une entreprise, eh bien, c'est à vie. Surtout pour une entreprise de qualité. Donc maintenant, clairement, quand une ligne monte fortement, je veux pas seulement me demander est-ce que je dois prendre mes gains, je veux surtout me demander est-ce que la thèse est encore intacte, est-ce que la valorisation est devenue vraiment absurde, ou est-ce que le poids dans le portefeuille devient trop important, ou encore est-ce que je veux vendre simplement parce que j'ai peur de reperdre une plus-value. Donc clairement, c'est des questions à se poser, parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Il faut pas vendre uniquement pour sauvegarder ses gains, il faut vraiment analyser l'entreprise, voir si la thèse est toujours intacte. Et enfin, 4e et dernière leçon, eh bien, c'est que je dois mieux comprendre les dossiers que je possède. Comme je disais, donc fin 2024 et début 2025, j'ai acheté puis vendu des dossiers comme AMD et Applied Materials. Donc dans mon journal, donc j'ai noté une erreur sur AMD, hein, j'ai vendu parce que je n'avais pas suffisamment de conviction. Mais le vrai problème, au final, ce n'est pas AMD. Hein. Le vrai problème, c'est que je n'avais pas assez étudié le dossier. J'ai simplement acheté, que ce soit Applied Materials et AMD, j'avais acheté sans suffisamment étudier le dossier, plus sur des convictions, c'est plus des idées dont j'avais entendu parler, mais je n'ai pas pris le temps d'étudier suffisamment le dossier. Et clairement, donc une ligne mal comprise, bien finir toujours par devenir un peu fragile. Donc il suffit que l'entreprise baisse un peu, et puis on panique. Clairement, après, si elle monte, et bien là, on hésite. Et donc là, au final, quand on maîtrise pas le dossier, eh bien, les émotions peuvent vite prendre le dessus et on peut vendre sans vraiment réfléchir. Donc clairement, avant d'acheter une entreprise, je dois vraiment être capable de l'expliquer simplement. Je dois vraiment savoir comment elle gagne de l'argent, pourquoi elle peut croître, quel est son mode, quels sont ses risques, et vraiment ce qui casserait la thèse. Si je ne peux pas faire ça, eh bien je ne dois pas acheter. Même si le cours semble attractif, même si tout le monde en parle, même si j'ai peur de rater l'opportunité. Donc voilà pour les 4 grandes leçons que j'ai pu tirer de mon journal de décision, des différents ordres que j'ai pu faire depuis janvier 2025, que ce soit au niveau des achats, des ventes, des renforts, etc. Donc voilà, pour conclure, bien si je devais résumer cette vidéo, aujourd'hui donc mon portefeuille clairement continue d'avancer. Donc comme je disais, je suis à plus 46% de plus-value en un peu plus de 2 ans. Mais pour moi aujourd'hui, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment que ma méthode progresse. Parce qu'un portefeuille ne doit pas seulement produire de la performance, il doit aussi produire de l'apprentissage. Et c'est exactement donc ce que ce journal d'investissement commence à faire. Il m'aide vraiment à voir mes biais, mes excès de confiance, mes achats trop rapides, mes ventes trop précoces, mes lignes bien comprises et mes lignes justement que je dois encore mieux documenter. Avant, je regardais donc surtout et presque uniquement la performance. Maintenant, je veux vraiment regarder la qualité de mes décisions parce qu'à long terme, donc, ce n'est pas une seule bonne action qui construit un patrimoine, c'est vraiment un processus, une discipline, une capacité à rester calme, à acheter avec raison, à vendre sans ego, à garder sans tomber amoureux et à apprendre donc de chaque décision. Donc c'est vraiment ça, investir, c'est construire mois après mois un portefeuille solide et surtout donc devenir un investisseur plus solide derrière ce portefeuille. Donc voilà, à partir de maintenant, la question ne sera plus seulement combien mon portefeuille a gagné ce mois-ci. La vraie question, donc, ce sera est-ce que ce mois m'a rendu un meilleur investisseur? Et pour moi, donc, c'est vraiment là que le journal devient indispensable.
parce qu'un portefeuille sans mémoire peut produire de la performance, mais un portefeuille avec une mémoire peut produire quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est de la lucidité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, et puis on se retrouve donc à la prochaine vidéo.